Inauguration ce matin en N'Djamena par la présidente de la Fondation Grand Cœur, la première dame Ndadi Bitno, d'une unité de prise en charge de la drépanocytose dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Elles sont 240 filles à bénéficier des bourses d'excellence. Les Emerging Leaders 2019, une initiative du CONAF Tchad. La cérémonie qui s'est déroulée au palais du 15 janvier a été présidée par la présidente du CONAF Tchad, Mariama Matnour. Oui, à la suspension de la subvention des produits des brasseries du Tchad. C'est la Croix bleue tchadienne qui soutient l'État. Elle est pour une augmentation des taxes. Les détails dans cette édition. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Ndadi Bitno, a procédé ce matin à l'inauguration d'une unité de prise en charge de la drépanocytose dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Cette structure, œuvre de la Fondation Grand Cœur, avec l'appui de ses partenaires, prendra en charge gratuitement les patients souffrant de la drépanocytose. Assira Nambatingar. La Fondation Grand Cœur, que préside Ndadi Bitno, s'illustre positivement par ses actions en faveur de la santé, en particulier celle du couple mère-enfant. Elle lance le 11 janvier 2020 le départ de la lutte coordonnée contre la drépanocytose, une maladie très grave qui fait silencieusement ravage dans le pays. Cette unité de prise en charge de la drépanocytose est la toute première au Tchad et sa vocation de service gratuit est un coup favorable pour les drépanocytaires, mais une vraie estocade contre la drépanocytose. De quoi réjouir Dr Mamatnour Abakat Djibril, dont la formation sanitaire abrite la structure. Lui qui a énuméré les réalisations de la Fondation Grand Cœur et de la première dame Ndadi Bitno au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, souhaiterait que cet exemple puisse inspirer toutes les bonnes volontés. À sa suite, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Abiba Saoulba, a rajouté que son organisation prend à cœur le couple mère-enfant dont les souffrances doivent être abrégées et que la drépanocytose est l'une des cibles. Cette unité est une attente, une doléance, un souhait des parents et malades drépanocytaires. Cette unité sise au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant est entièrement équipée et composée d'une salle d'accueil, d'une salle de prise de paramètres et de conditionnement, de 2 salles de consultation, d'une salle de mise en observation, d'une capacité de 4 lits et d'un vestiaire. Dans le but d'offrir une prise en charge optimale aux patients, la Fondation Grand Cœur, avec son partenaire APCD, ont déjà formé de 2 pédiatres à la spécialisation au centre régional de la prise en charge de la drépanocytose au Mali. Et 4 autres seront formés très prochainement. Depuis sa création, la Fondation Grand Cœur ne cesse de surprendre le ministère de la Santé publique par des actions bien ciblées touchant le couple mère-enfant. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, très touché par ce geste, a instruit ses collaborateurs à la gestion efficiente de cette unité de prise en charge de la drépanocytose, tout en promettant l'appui de son département. Dans le monde, 156 pays sont touchés avec une estimation environ 120 millions de personnes affectées, qui portent un trait drépanocytaire dont les 2 tiers sont en Afrique. Ça veut dire plus de 80 millions sont en Afrique. Donc c'est une maladie de santé publique que aujourd'hui la première dame a fait un effort considérable de nous offrir ces joyaux. Je lance un appel présent à tous les acteurs du secteur de la santé, à se joindre à cette initiative afin qu'ensemble nous puissions relever ces défis. Je ne saurais terminer ce discours sans adresser une mention spéciale à son Excellence Madame la Première Dame du Tchad, Ndadi Bitno, du fait de ses engagements soutenus et réguliers en faveur de la santé de la mère et de l'enfant et de toute la population tchadienne. La prise en charge de la drépanocytose est un fardeau pour les parents dont les enfants souffrent de cette maladie. La Fondation Grand Cœur, toujours aux côtés des couches défavorisées, vient par ce geste enlever
une grosse épine aux pieds de nombreux parents. La présidente de la Fondation Grand Cœur, qui s'est prêtée aux questions des journalistes lors de cette cérémonie, se dit comblée en tant que mère de voir cette unité de prise en charge de la drépanocytose opérationnelle. Elle souhaiterait voir dans toutes les provinces du pays de telles unités de prise en charge. Suivez. En tant que mère, je suis comblée aujourd'hui. Je suis comblée d'avoir inauguré une petite unité de prise en charge de la drépanocytose au sein du CHU mère et enfant. Je serais aussi plus comblée si on peut, avec les partenaires, avec le ministère, avoir des petites unités dans toutes les régions. Dans toutes les régions, donc ça c'est notre vœu. Et je demanderai à tous les partenaires de venir, de travailler avec nous pour qu'ensemble on puisse redonner l'espoir à la population tchadienne. L'espoir à ces enfants malades atteints de cette maladie, communément appelée au Tchad, en arabe, Maraddam, la maladie du sang. Donc, à vrai dire, moi-même, je ne connaissais pas cette maladie. Je l'ai su juste dernièrement. Et donc, c'est une maladie qui affecte plus de gens, plus peut-être même 30 ans. Hier, d'après les pronostics, c'était 30 à 40%. Au Tchad, des enfants qui sont atteints de cette maladie. Je pense qu'ensemble, on formera plus de personnel soignant, plus de médecins spécialisés dans la maladie pour qu'on puisse sauver des vies. Sauver des vies, comme l'a dit tout à l'heure le ministre de la Santé. On a suivi hier une conférence qui disait que les enfants atteints de cette maladie, d'habitude, n'atteignent pas les 5 ans. Donc 50% meurent avant l'âge de 5 ans. Et même ceux qui résistent à cette maladie n'atteignent pas en quelque sorte les 35 ans. Donc c'est pour vous dire combien de fois cette maladie est grave et combien de fois cette maladie doit interpeller toute la population tchadienne. Donc je demanderai aux partenaires ici présents que je remercie d'avance d'être ici avec nous, de nous soutenir pour qu'ensemble qu'on puisse avoir notre centre, un centre national de prise en charge de cette maladie. Donc je profite de votre micro pour vous dire qu'on a déjà un partenaire, un grand partenaire pétrolier qui s'est manifesté, qui s'est dit qu'il va nous aider à avoir ce centre. Donc le lundi 13, on va mettre la pose de la première pierre du centre. Donc on aura un centre national ici à N'Djamena, mais il faut aussi penser à ceux des régions. Il faut aussi penser aux hôpitaux des régions, avoir peut-être des petites unités qui peuvent être en contact avec ce centre ici à N'Djamena pour qu'on puisse, les cas les plus dégradants, les plus difficiles, qu'on les envoie ici à N'Djamena. La faculté des sciences de la santé humaine de l'université de N'Djamena a abrité hier une conférence sur la drépanocytose. Il s'agit d'une activité qui inaugure une série de manifestations marquant le 3e anniversaire de la création de la Fondation Grand Cœur. La conférence a été rehaussée par la présence de la présidente de la Fondation Grand Cœur, la première dame Hinda Déby Itno. Djibril Noualouali. La drépanocytose est une maladie qui tue en silence mais demeure peu connue. Pourtant, elle est au 4e rang de la liste des priorités en santé publique sur le plan mondial, derrière le cancer, le VIH et le paludisme. C'est sous le signe de cette lutte contre la drépanocytose que la Fondation Grand Cœur a décidé de souffler sur sa 3e bougie, ayant déjà touché du doigt les réalités en prenant en charge l'évacuation sanitaire de plusieurs enfants par le biais de sa fondation. La première dame Hinda Déby Itno passe à l'étape de la mobilisation. Le cadre scié à ces échanges, médecins, acteurs de la santé, étudiants et un public majoritairement jeune, aux côtés des officiels, sont venus à l'écoute des panélistes. Les panélistes, à la suite du doyen de la faculté des sciences de la santé humaine, professeur Ali Mohamed Moussa, se sont relayés pour aborder la question sous différents angles. La drépanocytose, à les entendre parler, est une maladie génétique et héréditaire, donc non contagieuse. Elle se caractérise par une malformation des globules rouges, transmissible par les parents.
Elle amoindrit les capacités humaines et notamment certaines parties du corps. Des aspects généraux de la maladie développés par Dr Boubakari Ali Touré. L'on retient que la première description clinique au monde remonte en 1904 aux États-Unis et en 1925 sur le continent africain. Une maladie avec des douleurs atroces qui peuvent entraîner facilement la mort en cas de retard dans le dépistage et la prise en charge, dira le médecin hématologue du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose de Bamako. Non traitée, elle aura des conséquences graves sur les cellules osseuses, objet de la présentation faite par Mamar Kodeba, professeur neurochirurgien de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui s'est apaisanti sur la description des signes physiques et cliniques. L'état des lieux dressé par Dr Banga Dimadoum renseigne que la maladie reste sous-diagnostiquée et non orientée au Tchad et les médicaments insuffisants. De l'aspect pédiatrique de la maladie abordé dans la présentation faite par Dr Souam Ngele Sile, il ressort que le suivi est fait de façon informelle à l'initiative du praticien et ce depuis 2003. Ce sont 1233 enfants qui sont suivis depuis lors dans des conditions extrêmement difficiles. Une corvée pour les parents, particulièrement les mères dont certaines passent un quart de leur temps à l'hôpital. Les différentes présentations ont donné lieu à des interventions de l'assistance qui, pour mieux connaître les modes de transmission, de prévention et les règles de vie, qui, pour contribuer au débat. Des témoignages sont venus étayer la souffrance des parents. Beaucoup trouvent dans le mariage consanguin un facteur favorisant. Séance tenante, le ministre de la Santé publique, professeur Mamadou Youssouf Khayal, s'engage à donner à la lutte contre la drépanocytose l'attention requise en accordant une place de choix au volet formation. Au-delà du ministre, c'est toute l'assistance qui a été captée par le sujet. De lui est attendue une implication réelle dans la sensibilisation, clé de la réussite dans la lutte contre la drépanocytose au Tchad comme ailleurs. Le Conseil national des femmes leaders du Tchad, CONAF-Tchad, a présenté ce matin au palais du 15 janvier 240 filles qui bénéficient de bourses d'excellence, les Emerging Leaders 2019. Cette deuxième édition a vu la présence du ministre de l'Éducation ainsi que d'autres membres du gouvernement et des partenaires. La cérémonie a été présidée par la présidente du CONAF-Tchad, Mariam Ahmad Nour, représentant la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Marale Joséphine. Au Tchad, l'inscription et le maintien de la jeune fille sont autant de défis que l'on doit relever. Raison pour laquelle le Conseil national des femmes leaders du Tchad, CONAF-Tchad, a pris l'engagement d'accompagner le gouvernement dans sa politique en faveur de la promotion de la jeune fille. Ce, à travers les bourses d'études au niveau local. Pour réaliser ces ambitions, CONAF-Tchad lie des partenariats avec les établissements publics et privés. Ces boursières d'excellence, nommées les Emerging Leaders 2019, auront désormais la même chance que les garçons de poursuivre le cursus éducatif qui va de la préscolaire à l'université en passant par les instituts privés. La sélection des lauréates édition 2019 répond aux critères définis par cette organisation à caractère social, selon la présidente du comité de sélection Habiba Djalal. Des non-voyants, des boursières d'études secondaires et universitaires ont en une seule voix adressé leur reconnaissance à la première dame Hinda Déby Itno, marraine du CONAF-Tchad. Des témoignages liés aux émotions et à la joie se lisent sur le visage des lauréates de l'année passée, celle de l'année en cours, ainsi que les parents venus massivement prendre part à cet événement honorifique. La représentante de la présidente du CONAF-Tchad salue l'implication de tous les acteurs à divers niveaux. Les bourses CONAF qui répondent aux impératifs de l'éducation pour tous et aux enjeux de l'heure sont attribuées aux meilleures filles orphelines ou issues de parents démunis. La présidente du CONAF-Tchad, Mariam Ahmad Nour, représentant la première dame Hinda Déby Itno, estime que le pari est gagné et invite les membres de cette organisation à des actions concrètes. Lors de son intervention, la présidente du CONAF-Tchad s'est félicitée de l'engagement des plus hautes autorités du pays en faveur de l'éducation de la jeune fille et demande à chaque acteur de redoubler d'efforts pour une meilleure visibilité du CONAF. Suivez ses propos. Qui dit transformation dit développement. Et aucune nation ne peut se développer en excluant plus de la moitié de sa population. C'est pourquoi la scolarisation des filles
Et leur maintien à l'école est aujourd'hui au cœur des objectifs de l'éducation pour tous. Des progrès ont été accomplis dans ce sens, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a fait de l'éducation en général et celle des filles en particulier son cheval de bataille. Toutefois, des efforts restent encore à faire pour relever les défis de l'éducation inclusive et cheminer vers l'objectif du développement durable numéro 5. Toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement, les associations, les enseignants, les communautés, les familles et les filles elles-mêmes doivent mobiliser les ressources pour que toutes les filles puissent aller à l'école et achever leur cursus éducatif. La Maison nationale de la femme a reçu ce matin une visite d'une délégation de l'UNFPA conduite par son président régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mabinge Ngom et sa suite sont venus s'imprégner de l'état de fonctionnement de la radio La Voix de la Femme, fruit de la coopération agissante entre la Maison nationale de la femme et l'UNFPA en vue d'une promotion de la gente féminine. Angal Toklok. À la Maison nationale de la femme, l'année 2020 s'ouvre sous des meilleurs auspices. À la suite de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, arrive un partenaire au développement et non de moindre. Il s'agit de l'UNFPA qui envoie ce jour, pour une visite d'imprégnation, son directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que sa représentante résidant au Tchad. Visite qui commence à la radio La Voix de la Femme, fruit d'une coopération agissante entre la Maison nationale de la femme et l'UNFPA. Inauguré le 29 octobre 2019, cet organe de presse fait la promotion de la gente féminine. Occasion pour son coordonnateur Beneloum Dimadumbaï de présenter la charte graphique de la radio aux convives et solliciter d'eux plus d'appui pour la bonne marche de l'organe. Amina Priscille Longo, directrice générale de la Maison nationale de la femme, pour sa part, souhaite un partenariat plus renforcé avec l'UNFPA en vue de la formation des femmes. Pour le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les efforts du Tchad pour l'autonomisation de la femme sont louables. Je suis content en tout cas de voir que dans un pays qu'on appelle le Tchad, pour lequel déjà il y a une perception tout à fait différente, que je puisse découvrir en tout cas la meilleure maison de la femme que je n'ai jamais vue. C'est un bijou extraordinaire et je voudrais donc remercier les autorités tchadiennes donc pour avoir pensé à la femme, pour avoir fait cet investissement. Mabinge Ngom exhorte les pays de la sous-région à s'inspirer de la politique du gouvernement tchadien en faveur des femmes afin d'une plus large implication de la gente féminine dans le processus de développement de leurs pays respectifs. Pendant son séjour au Tchad, le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA, Mabinge Ngom, s'est rendu au siège du réseau des jeunes pour le développement et le leadership, RJDLT, pour échanger avec les jeunes promoteurs de la capitale sur la création des projets. Mohamed Oumar Morsal. Cette rencontre de partage d'expériences et de réseautage entre le jeune tchadien et le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, Mabinge Ngom, est relative à l'autonomisation de jeunes. Au cours de ces échanges, les deux parties ont abordé la question liée au projet de la start-up d'Abanga, initié par le réseau de jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, RJDLT. Ce projet porteur vise à orienter le jeune sur les métiers d'aujourd'hui et d'avenir, comment créer un projet, comment négocier son financement avec les ONG, ainsi que les opportunités qui s'offrent aux jeunes. Le directeur bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Est de l'UNFPA explique. La conversation avec les jeunes a d'abord porté sur les besoins des jeunes.
sur la mobilisation de la jeunesse, mais sur le soutien donc, aux actions des jeunes, surtout qu'est-ce qu'il est possible de faire pour les accompagner dans leurs efforts de promotion des startups. Les responsables de l'UNFPA et le jeune promoteur du RJDLT ont visité tour à tour les locaux du réseau et les produits fabriqués et exposés par le jeune entrepreneur de la capitale. C'est là dans le but de se prendre en charge afin de contribuer au développement socio-économique du Tchad. Prélude au Forum arabo-africain de l'investissement prévu du 3 au 5 février à Jeddah en Arabie Saoudite, les entrepreneurs tchadiens se mobilisent pour participer à ce grand rendez-vous. Une conférence débat est organisée dans ce sens pour édifier les potentiels participants. C'est la représentante du ministre du Commerce qui a présidé la rencontre. Abdul Kayoul. À travers cette rencontre, animée par Kamaladine Ibrahim, coordonnateur de la société Tandamaï, il s'agit d'informer les entrepreneurs tchadiens sur les conditions d'éligibilité au Forum arabo-africain de l'investissement qui se déroulera à Jeddah, en Arabie Saoudite. Impliqué dans cette entreprise, le représentant de la CCAMA informe que ne seront retenus que les projets bancables. Et ce forum nous permettra de contacter des hommes d'affaires et des investisseurs qui sont disponibles à étudier le projet de tous les jeunes et femmes. Le forum de Jeddah sera une occasion pour les entrepreneurs tchadiens de vanter les potentialités agro-silvopastorales dont regorge notre pays. Ce forum est une occasion pour nous de présenter les potentialités et les opportunités d'investissement que regorge notre pays, le Tchad. 30 000 visiteurs et participants sont attendus au forum de Jeddah. Des expositions, des ateliers et des conférences de débat vont meubler ce rendez-vous d'échanges qui pointent à l'horizon. L'atelier de dissémination du plan intérimaire pour l'éducation au Tchad et du projet de renforcement de l'éducation et de l'alphabétisation au Tchad a pris fin hier après-midi dans un hôtel de la capitale. Cette rencontre a permis aux participants d'examiner des sujets liés à l'éducation en général. Mohamed Suleiman. Il a fallu 2 jours pour que les participants à cet atelier de dissémination examinent les plans intérimaires pour l'éducation au Tchad et le projet de renforcement de l'éducation et de l'alphabétisation au Tchad. La présentation de ces 2 documents a permis aux participants d'appréhender la problématique de l'éducation en général dans la perspective pour mettre en place une nouvelle stratégie scolaire. Les discussions durant l'atelier ont soulevé à plusieurs reprises le rôle important des maîtres communautaires pour rendre plus efficace le système éducatif au Tchad et pour garantir l'accès universel des enfants aux écoles. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement en matière de l'éducation tout en saluant l'appui technique et financier des partenaires au développement. Conscient de toutes ces faiblesses, le gouvernement de la République du Tchad a initié des stratégies et des programmes pour trouver des solutions à ces difficultés-là. Dans les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, les participants sollicitent entre autres la vulgarisation de ces 2 documents et l'appui au secteur de l'éducation. Le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut de la France, Abdelmadjid Abdourahmane, a installé les membres du bureau régional de Bordeaux. C'était au cours d'une rencontre organisée le 4 janvier dernier. Varelaj. Au-delà de nos frontières, les militantes, militants et sympathisants du mouvement patriotique du Salut de France se réorganisent pour la redynamisation de cette formation politique. Ils procèdent à la mise en place d'un bureau régional des militants du MPS de Bordeaux en France. L'équipe mise en place est composée de 10 membres. À la tête, Amin Gabdou, au secrétariat général. Le secrétaire général du MPS de la France invite les membres du bureau régional de Bordeaux à travailler étroitement avec les autres pour la réussite de la mission. Nous faisons partie de la base, tout comme la racine d'un arbre.
Elle doit être solide pour accroître et réussir. Cette cérémonie d'installation des membres du bureau régional du MPS de Bordeaux a été agrémentée par une soirée festive. Le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Tegen Idibéi Berdé, a lancé officiellement à Moussoro l'atelier de formation des élites sur les techniques de production de semences dans le cadre du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ahmad Ali Daladou nous en dit plus. Une cinquantaine de producteurs venus du Kanem et ceux du Bahr El Ghazal prennent part à un atelier de formation des producteurs élites des conseillers agricoles en technique de production de semences et le réseautage. Le représentant du coordinateur national du PDRS, M. Ponglube Palouma, a souligné que ce programme a une durée de 5 ans et concerne 7 pays membres du SILS, dont le Tchad. Pour lui, l'approche de mise en œuvre consiste à établir des conventions et protocoles avec des structures étatiques, des ONG et consultants. À l'issue de cet atelier, des comités de gestion des fédérations sémencières seront mis en place dans ces 2 provinces. Le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, le général Tegen Ibidei Berdé, a indiqué que la semence constitue le premier intrant moins cher et permet l'accroissement des rendements agricoles à 40%. Cet atelier d'une semaine est organisé par le projet de renforcement de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle PDRS et ses partenaires. Le secrétaire général de la province du Ouaddaï a présidé à Abéché les travaux de l'atelier de formation des jeunes médecins sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Tadjadine Mohamed Alamine pour les détails. Pendant 3 jours, le médecin venu des structures sanitaires du centre, de l'Est et du Nord du Tchad, leurs capacités seront renforcées sur les meilleures méthodes de prise en charge de personnes contaminées par le VIH-Sida. La prise en charge globale, autrement dit médicale et biologique, des personnes vivant avec le VIH-Sida est l'une des principales activités de lutte contre cette pandémie, a rappelé le délégué de la santé du Ouaddaï, Dr Abdelmahmoud Chen. Le représentant du programme sectoriel de lutte contre le sida, Dr Youssouf Mahamat, a indiqué que le Tchad s'est engagé pour atteindre le 3,90 afin de lutter efficacement contre le sida. En donnant le coup d'envoi de travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mohamed Abdelkerim Ali, a fait observer que la prise en charge des personnes infectées par le VIH constitue un défi majeur pour le ministère de la Santé publique. La campagne nationale de la supplémentation en vitamine A et du mébendazole, c'est le médicament pour le déparasitage, a été lancé officiellement à Faya par le maire adjoint. Le mébendazole, je vous le disais, sert au déparasitage. Compte rendu d'Ido Adoum Hakim. Campagne de la supplémentation en vitamine A et mébendazole pour le déparasitage des vers intestinaux chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans a pour bien fondé de contribuer efficacement à la croissance des enfants, de fortifier leur immunité et les déparasiter des vers intestinaux. Le directeur administratif de l'école évangélique de Faya, Mbaye Digim Nathan, s'est réjoui du choix porté sur son établissement pour cette campagne d'une importance capitale. Le délégué sanitaire provincial, Dr Saleh Kourey, a fait comprendre l'assistance de l'importance de cette distribution de la vitamine A et du mébendazole. Compte tenu de l'efficacité et de l'importance de ces produits, Mahmanour Ebede Koré a recommandé à tous les parents des enfants de cette tranche d'âge d'accepter les agents distributeurs qui vont sillonner de porte en porte dans tous les quartiers de la ville. Toujours dans le chapitre de la santé, l'Organisation humanitaire pour l'assistance et le développement a lancé depuis 2 semaines une caravane ophtalmologique au centre Al-Bassar au quartier Ndjari Seta N'Djamena. Mohamed Suleiman. La caravane ophtalmologique lancée par l'Organisation humanitaire pour l'assistance et le développement se poursuit au centre Al-Bassar. Les patients ont pris d'assaut cette structure sanitaire pour bénéficier des soins gratuits offerts par cette organisation. Pour l'instant, plus de 600 malades souffrant de pathologies oculaires ont été consultés, dont 150 opérés avec succès.
L'ophtalmologue Ahmad Adam, tout comme le coordonnateur de cette organisation humanitaire, Mohamed Yildiz, relève que cette caravane ophtalmologique cadre avec la politique des plus hautes autorités du pays en matière de santé et permettra aux couches vulnérables de bénéficier de soins gratuits. Pour ce faire, ils invitent d'autres patients à venir se soigner. Pendant le déroulement de cette caravane, près de 350 patients souffrant de la cataracte seront opérés. C'est l'objectif fixé par cette organisation humanitaire. Les travaux de l'atelier provincial d'information et de communication sur le projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales, familiales et résilience repère sont clos hier à Aboudeya par le secrétaire général de la province du Salamat, Mahab Mara. L'objectif de ce projet est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les revenus des ménages ruraux. Kadadoum Ndonodi, AG. Cette rencontre marque le lancement de repères, sinon le début de la guerre contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans le département d'Aboudeya. L'occasion pour les participants de recommander au gouvernement et ses partenaires, entre autres, l'extension du projet dans toute la province du Salamat, d'encourager et développer les bonnes pratiques de gestion des terres et des eaux. Clôturant les activités, le secrétaire général de la province du Salamat a souligné que la souveraineté alimentaire est le vœu ardent du chef de l'État. Le vœu ardent de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a toujours mis le développement rural au centre de ses préoccupations politiques, est de permettre à la population tchadienne d'atteindre un jour la souveraineté alimentaire. Quant aux recommandations, Mahab Mara promet les transmettre à qui de droit pour une issue radieuse. À noter que le repère est financé à hauteur de 95,5 millions de dollars pour 6 ans. Une mission conjointe du ministère de l'Environnement et l'ONG Noé, conduite par la directrice générale adjointe technique des ressources forestières phoniques et des pêches Nenoudi Madingar, a sillonné le Mayo-Kébi. Objectif, sensibiliser et impliquer les autorités sur la création d'un parc dans la réserve de Binder-Léré. Ali Mohamed Bello est sur place pour les détails. Voici grandeur nature, la réserve de Binder-Léré, long de 135 000 hectares avec des potentialités fauniques et floristiques riches. Seulement depuis quelques années, cette merveille écologique subit une dégradation accélérée. Et face à cette situation, le ministère de l'Environnement opte pour une nouvelle approche. Ériger une partie de cette réserve en parc et confier sa gestion à l'ONG Noé. Fini les formalités, place au travail de terrain, la sensibilisation. L'équipe technique d'appui conduite par la directrice générale technique adjointe des ressources forestières, phoniques et de la pêche est sur place dans le Mayo-Kébi Ouest pour informer les autorités de ces processus. Le plus important, c'est la conservation de la faune, surtout de la population d'éléphants qui sont là. Comme vous le savez, c'est une deuxième population d'éléphants qui est là avec 120 quelques individus. Et nous devrons les protéger compte tenu des braconnages et autres que vous connaissez dans la zone. Donc cette réserve sera, une partie va être érigée en parc national. Le statut de parc national a des restrictions. C'est une loi forte, donc ça a des restrictions de manière qu'on peut préserver durablement cet espace. Le statut de parc national également permet de mobiliser des moyens financiers auprès des donateurs. De Pala à Binder, en passant par Lagon, Léré et des villages, la stratégie est la même. Le ministère et son partenaire veulent impliquer à la base les autorités et les leaders d'opinion. Mener ensemble la démarche pour créer ces parcs, lequel apportera une valeur ajoutée à la province. Le résultat de cette création, vous allez le trouver après, parce qu'un parc dans une région, si c'est bien géré, ça peut toujours apporter des revenus. Et ces revenus, d'abord, les premiers bénéficiaires, c'est la population locale. Voilà. Après avoir mesuré ces enjeux, dans chaque localité, les leaders expriment leur adhésion au projet. Si ce parc sera créé, donc c'est un intérêt vraiment particulier et la population du moyen Kébi Ouest
attache de prix à la préservation de cette ressource. D'abord, sur le plan traditionnel, c'est notre site de rite. Hein? Alors, si on perd ça, c'est vraiment un grand manquement pour nous. Je pense que nous allons toujours continuer à soutenir le projet en même temps le ministère. La réserve de Binderléré est l'une des aires protégées la plus importante du pays. En dehors de la plus grande population viable d'éléphants, elle accueille des lamantins, des hippopotames et dispose aussi le plus important patrimoine culturel, les chutes Gotio. Suite à la suspension de la subvention des produits des brasseries du Tchad, la Croix-Bleue tchadienne a soutenu et soutient la position de l'État et demande des durcissements des taxes. Elle a donné sa position lors d'une conférence de presse animée par les responsables de cette structure qui lutte contre l'alcoolisme au Tchad. Les détails avec Mohamed Saïd Abakar. Se basant sur des arguments juridiques comme les droits des alcools et boissons alcoolisées et la fiscalité des bières, la Croix-Bleue tchadienne soutient la position du gouvernement sur la non-renouvellement de la subvention des produits du brasserie du Tchad, BDT, et réclame même le durcissement de ces taxes. La Croix-Bleue tchadienne soutient le gouvernement dans les actions tendant à réduire la consommation d'alcool, mais surtout à mettre en place une loi portant lutte contre l'alcoolisme au Tchad. La Croix-Bleue tchadienne estime que l'alcool est une drogue et un poison pour l'organisme. Ce n'est pas tout. Face à la presse, le coordonnateur du projet d'acquisition de compétences de vie courante par le père au Tchad, lui va plus loin. Il demande même une taxation à la production de bières traditionnelles. Nous pensons aussi que cette augmentation des taxes doit aussi se poursuivre, n'est-ce pas, dans le cadre des exploitants des débits de boissons traditionnelles, pour donc contribuer justement à protéger la jeunesse. Pour répondre au collectif de la lutte contre la vie chère qui mène des actions pour faire revenir l'État sur sa position de laisser tomber la subvention, la Croix-Bleue tchadienne demande de ne pas perdre de vue les conséquences sanitaires que provoquent ces produits. Selon des chiffres avancés par le rapport de situation mondiale sur l'alcool et la santé, 3,3 millions de décès sont enregistrés chaque année des suites de consommation de l'alcool. Raison pour laquelle l'alcoolisme influe négativement sur 12 des 19 objectifs du développement durable, selon la Croix-Bleue. La Croix-Bleue tchadienne recommande pour ce faire à l'État de mettre en place un centre de prise en charge des alcoolodépendants. Remise à bulletins des fournitures scolaires et matériel didactique destinés aux 6 départements du Wadi-Fira. C'est au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier sous la présidence du gouverneur de la province, Issakh Ahmad Abdia. Compte rendu à la domicile. Pour affronter le défi que fait face le système éducatif dans la province de Wadi-Fira, le gouverneur Issakh Ahmad Arja, par ailleurs président fondateur du groupe Tomaï, continue de doter les écoles en fournitures scolaires. Les 6 départements de la province de Wadi-Fira, à savoir Al-Bier, Dar Al-Fawaki, Matadjadan, Guérida, Iriba et Biltine, ont reçu les matériels éducatifs constitués de bancs, tableaux, cahiers, craies et ardoises. En remettant ces matériels au préfet de 6 départements, le gouverneur de la province de Wadi-Fira, Issakh Ahmad Arja, souligne que ce geste consiste à accompagner la politique du gouvernement en matière de l'éducation. La population de Biltine, par la voix de leurs représentants, se réjouit de ce geste qui va permettre aux enfants à l'âge de scolarisation d'aller à l'école. Il rassure le gouverneur de leur total soutien et disponibilité à faire rehausser le système éducatif dans la province de Wadi-Fira. Le concours d'éloquence interlycée de la capitale a démarré ce matin au centre Al-Mouna. Une dizaine de lycéens prennent part à la première phase éliminatoire. Quelques lycées sont qualifiés pour la demi-finale. L'initiative est dénommée Mois de l'histoire des Noirs en Afrique. Plus de précisions avec Diono Dinestor. La première édition du Mois de l'histoire des Noirs en Afrique est une initiative qui émane de l'ONG afro-canadienne et mise en application au Tchad par le Comité national d'organisation. Ce concours propose aux lycéens et lycéennes de prendre la parole pour influencer positivement les mentalités et favoriser un changement positif pour
La présidente du comité d'organisation, ce concours a une spécificité par rapport aux autres. Nous essayons de voir aussi l'esprit d'équipe, parce que ce sont des candidats qui représentent leur lycée. Ils ont dû traiter les thèmes ensemble, donc nous apprécions, nous évaluons aussi cet esprit, la capacité à jouer collectif. Dans cette première phase éliminatoire, 4 lycées se sont distingués des autres devant les membres du jury. Il s'agit du lycée George Washington, le lycée Cheikh Andam, le lycée Ibn Sena et le lycée de Gassi. L'association de réanimation du patrimoine du CANEM a organisé ce matin dans la grande salle de la mosquée Roi Faisal une cérémonie en l'honneur de Khadija Abaye Moussa, docteur Khadija Abaye Moussa, puisqu'elle vient de soutenir une thèse de doctorat. Ousmane Idriss Dakom. Après avoir soutenu son doctorat en histoire moderne, Khadija Abaye Moussa reçoit les honneurs de l'association de réanimation du patrimoine du CANEM. Sa thèse de doctorat porte sur le règne du sultan Mohamed Amin al-Kanemi qui va de 1814 à 1835 dans l'empire du Kanem Bornou. Subdivisée en 4 parties, la chercheuse aborde les origines de l'empire du Kanem Bornou, l'aspect économique, politique et culturel. À travers ce travail de recherche, Khadija Abaye Moussa entend valoriser les riches trésors culturels dont regorge l'empire du Kanem Bornou. Pour sa part, le président de l'association de réanimation du patrimoine du CANEM, Mohamed Ibrahim Ali, appelle les jeunes à l'apprentissage de l'histoire, car, dit-il, cette matière relate le présent et le passé d'une nation. Dans le cadre du dossier sur le football tchadien, notre reporter a tendu son micro à quelques responsables de clubs de la capitale et ainsi qu'aux supporters. La question, c'est pourquoi le football tchadien tarde à émerger. Dionodi Nestor. Après 4 bonnes années de suspension du Tchad par la Confédération africaine de football dans toutes les compétitions internationales, le Tchad est de retour. Mais avec quel résultat? Pourtant, cette suspension pouvait être une occasion de réorganiser le football dans toutes les catégories. Le véritable problème du football tchadien, c'est le problème des moyens. Les équipes en souffrent énormément. Ça veut dire que les clubs que vous voyez ce soir ont joué là, c'est des personnes de bonne volonté qui sortent l'argent de leur poche. Il va falloir vraiment que l'État s'y mette pour que vraiment le football tchadien aille de l'avant. Il faut que notre championnat devienne championnat national. Normalement, c'est l'État qui doit venir au secours de ce championnat. On n'a même pas de sponsor au Tchad. Et chaque équipe se prend en charge. Ce qu'il se trouve dans sa poche, c'est en ce moment être les enfants. Nous avons beaucoup de structures au Tchad. Chacun doit prendre, chaque équipe. Pour les supporters qui se peinent toutes les fois à remplir les gradins afin d'encourager les joueurs, souhaiteraient voir une bonne organisation du championnat national. Je dis qu'il faut qu'il organise un championnat national qui concerne toutes les régions du Tchad si c'est possible. Prenons 23 régions pour sélectionner au moins 10 à 15 régions pour organiser un championnat national. La difficulté de l'équipe nationale, pour le moment, vous voyez, nous n'avons pas un championnat digne de son nom. Pour avoir la sélection d'une équipe nationale, il faut avoir un championnat national. C'est ce qui a commencé à un moment, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. De tout ce qui précède, nous pouvons affirmer que le football tchadien a besoin de la contribution des uns et des autres pour qu'il puisse retrouver ses lettres de noblesse. À la suite de ce dossier consacré au football tchadien, nous donnerons la parole aux anciens gloires du football tchadien. Décédé le 3 janvier dernier, les obsèques du maire de la commune de Doba se sont déroulées hier à l'hôtel de ville. C'est le secrétaire général de la province du Logone oriental qui a présidé la cérémonie. Reportage Ali Haki. Né le 18 mars 1949 à Béti, Noudji Adoum Rondo, maire de la commune de Doba, est décédé ce 3 janvier 2020. Autorités administratives, politiques accompagnés du représentant du gouvernement, Dr Oudengar David, l'ont rendu un dernier hommage à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. Le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali,
affirme que l'illustre disparu a servi avec loyauté la commune de Doba. Le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, a dit que rendre hommage à Nodjadoum Rondo, c'est lui témoigner pour ses sacrifices consentis pour le développement de la commune de Doba. Inhumé ce 10 janvier 2020 à Béti dans son village natal, Nodjadoum Rondo est marié et père de 8 enfants. Il est élu maire de la commune de Doba en juin 2017 sous la bannière du mouvement patriotique du salut. C'est tout pour cette édition.